Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet Alamorim. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Shavuot, c'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Judaïque FM. Suite à une période très très troublée où vous nous avez quand même entendu et vous avez pu profiter de certaines émissions spéciales école juive, spéciale éducation, spéciale continuité pédagogique. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous reprenons ces émissions. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Madame José Weisbro, directrice de l'école juive moderne située dans le 17e arrondissement de Paris, et Madame Marianne Azuelos, vous êtes à l'école juive moderne, professeure des écoles, enseignante de CM2, longue d'une très grande expérience. Non, alors pas de CM2, de CE1. De CE1, c'est pas pareil du tout, mais vous restez professeur des écoles. Et donc, à ce titre, vous avez vécu évidemment le confinement comme beaucoup d'enseignants, avec vos élèves. Et c'est de cela que nous allons parler, c'est de ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Alors pas uniquement parce que on rentre aujourd'hui dans une période de vacances. J'espère que de nombreux enfants ont pu rejoindre leur mouvement de jeunesse, leur colonie, leur centre aéré. Certains sont déjà partis, d'autres s'apprêtent à partir cette semaine. En tout cas, nous avons trouvé intéressant d'évoquer avec une directrice d'école et avec une enseignante ce que l'on peut qualifier de bonne gestion de cette fameuse continuité pédagogique. Pourquoi est-ce que c'est important de l'évoquer aujourd'hui? Je veux juste l'expliquer à nos auditeurs et nos auditrices. Toutes les prévisions nous mènent à penser que ce n'est pas terminé, que ce n'est pas derrière nous. Et pour pouvoir vraiment s'adapter, c'est vraiment faire preuve d'une rapidité d'analyse et de réflexion pour pouvoir appréhender de la meilleure manière possible une éventuelle nouvelle crise, même si elle sera différente, même si les dispositions ne seront pas les mêmes. D'où l'intérêt d'évoquer donc cette continuité pédagogique et puis voir avec vous, Marianne, et avec vous, José, comment vous l'avez gérée dans votre école et dans votre classe. Ensuite, j'aimerais qu'on évoque un peu cette période des vacances où beaucoup de parents se retrouvent inquiets en se demandant est-ce que les enfants vont réussir à intégrer leur classe à la rentrée, est-ce que les savoirs sont acquis, est-ce que les compétences sont là, comment est-ce que dans votre école en tout cas et de manière plus générale du coup on se prépare à cette réalité. Et puis j'ai envie aussi d'aborder avec vous la question de ce qu'on appelle l'outil digital, puisqu'il n'est plus question aujourd'hui de pouvoir faire comme avant. Et quand je parle de comme avant, c'est parce que dans de trop nombreuses écoles aujourd'hui, pas uniquement juives, le digital est vu comme quelque chose en plus, quelque chose peut-être un peu superflu. Or aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il nous sera très difficile, voire impossible de revenir en arrière. Donc, comment est-ce qu'on l'appréhende et comment est-ce qu'on s'y prépare ? Puisque l'éducation, l'enseignement, c'est de la préparation. Donc José, je vais d'abord vous donner la parole. Racontez-nous un tout petit peu comment vous avez vécu l'annonce de ce confinement, qui date du 11 mars, si je ne me trompe, et puis votre adaptation à cette nouvelle réalité, puisque vous avez été peut-être pas des seules écoles, mais en tout cas une des premières écoles à avoir mis en avant le fait qu'elle restait ouverte. En tout cas, vous avez préservé une classe ou deux, vous allez nous le dire, pendant cette crise. Donc je vous en prie, José. Bonjour Dvora, c'est un plaisir d'être là. Alors en effet, à l'annonce du confinement, il a fallu être très réactif. La première étape, ça a été l'accueil des soignants, puisqu'on a tout de suite organisé en 48 heures cet accueil. Des enfants de soignants. Des enfants de soignants, voilà, tout à fait. On avait donc pendant 2 mois 14 enfants de soignants à l'école. Donc c'était important de pouvoir les accueillir pour que les parents puissent être au front et à l'hôpital et auprès des malades, voilà, etc. Exactement. Ça c'était la première étape. Ensuite, on a eu l'étape du 11 mai. Donc une première étape de reprise avec environ une trentaine d'élèves. Donc là, on était dans un dispositif où chaque élève avait environ 4 mètres carrés d'espace. Donc un protocole très très drastique avec un personnel d'hygiène qui était vraiment avec un nettoyage très rigoureux sur l'établissement. Ça, c'était la première étape. Ensuite, on a augmenté progressivement les effectifs et le retour de l'équipe. Donc ça a été vraiment un retour très progressif. Avec le 2 juin, une 60aine d'élèves. Donc là, on avait optimisé plus ou moins l'ensemble de l'établissement dans le respect du protocole et on arrivait à peu près à 2 jours de présence de chaque enfant en fait sur l'école.
Donc, ce qui a été très difficile pendant cette période, c'est à la fois de gérer donc ce retour progressif des élèves et de l'équipe, mais aussi en simultané de se former à toute cette continuité pédagogique. Il a fallu donc très vite se former aux outils Zoom. On a mis en place aussi de manière très réactive une application qui est Classroom. Donc ça a été vraiment très positif parce que toute l'équipe a adhéré rapidement et a vu que l'outil était vraiment très intéressant pour suivre les enfants, pour évaluer en ligne, pour communiquer avec les parents au niveau des devoirs, pour corriger de manière très rigoureuse chaque jour le travail des enfants. Donc ça a été un outil qui nous a vraiment permis de garder, je dirais, un travail rigoureux et un suivi auprès de chacun. On a souvent pu entendre, José, je ne parle pas particulièrement des écoles juives, parce que je ne pourrais pas parler pour elles, je ne sais pas exactement ce que chacune d'entre elles a mis en place, mais on a quand même souvent parlé de cette continuité pédagogique qui ne passait pas forcément par le visuel, ni par l'outil Zoom, ni par le digital. Peut-être une parole un peu politique dans le sens où nous sommes conscients que dans certains quartiers défavorisés, tous les enfants ne disposent pas d'une tablette, d'un accès Internet, etc. C'est peut-être un petit peu moins le cas dans votre école, quoique, en tout cas, nous savons qu'il y a des écoles juives qui ont beaucoup souffert de cette situation et il va falloir qu'on soit très sérieusement attelé à cette tâche en réfléchissant à ce qu'on peut faire pour ces enfants, pour ces enseignants aussi, parce que tous n'étaient pas équipés non plus avec les outils les plus performants. J'ai envie de vous demander, vous en tant que directrice, est-ce que vous avez insisté auprès de votre équipe pour que soit maintenu un lien, même s'il ne pouvait pas être physique, qu'il soit visuel ou qu'il ait pris toute autre forme que vous auriez pu imaginer? C'est important pour vous? C'est très important ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on a noué tout de suite un partenariat avec notre laboratoire numérique, ImagineLab, qui nous a confié en fait presque 18 ordinateurs, ce qui a permis tout de suite d'équiper l'équipe qui n'avait pas d'ordinateur à la maison pour pouvoir justement faire ce travail. Et à la maison, comme vous le dites, certaines familles étaient en télétravail, donc n'avaient pas forcément d'outils numériques disponibles pour faire travailler les élèves. Donc ça a été une gestion compliquée. Et je pense aussi à la maternelle, où là, le lien a été très différent, où on était beaucoup plus sur des appels téléphoniques individualisés, un soutien psychologique des familles, un accompagnement beaucoup plus individualisé, des enfants, parce que certains petits ne voulaient pas se connecter en Zoom. Bien sûr. Et donc, du coup, il a fallu réinventer un autre lien, être créatif, trouver d'autres idées pour la maternelle. Voilà. Alors, réinventer un autre lien, c'est vrai que ce discours sur la maternelle, on l'a beaucoup entendu de la part des parents qui constataient qui arrivaient à la même conclusion que vous, c'est-à-dire que plus les enfants sont jeunes et petits, et plus il est difficile de nouer du lien, de faire du lien, d'avoir un rapport, en tout cas de maître à élève via un écran. Ça a été vraiment un des soucis les plus importants pendant la gestion de cette crise. On ne sait toujours pas, je pense, parce qu'on n'a pas assez de recul sur l'impact de cette crise sur les enfants, mais enfin, sachons quand même que les enfants sont très résilients, que ce sont des périodes qui, nous l'espérons, en tout cas à ces âges-là, vont passer très vite, très loin dans le cerveau, dans une petite boîte qui ne devrait pas porter trop de conséquences. Marianne, j'ai envie de vous demander, donc vous, avec vos élèves de CE1, comment vous avez vécu le début de cette nécessité de mener une continuité pédagogique? Racontez-nous quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passée en tant qu'enseignante, et puis quelles ont été vos réussites et vos échecs, s'il y en a eu. Donc bonjour. Alors c'est vrai que très rapidement, donc nous avons fait un zoom d'équipe pour être réactif, se dire qu'on ne pouvait laisser personne de côté et se demander comment on allait faire. Assez vite, en fait, moi je me suis inclus dans le groupe WhatsApp des parents de ma classe, parce que je me suis dit que dans l'immédiateté, il fallait que ce soit que tout ce que j'ai à dire puisse être reçu très rapidement. Donc on a commencé à fonctionner comme ça et assez vite on s'est rendu compte que c'est vrai que ça dépassait, on va dire, des horaires. Ça commençait très tôt le matin et ça finissait très tard le soir. Donc José nous a incité à aller sur Classroom et à éviter de continuer avec les groupes WhatsApp. Je me suis rendu compte que pour des petits, en fait, être devant un écran, c'était compliqué. Et donc je me suis un peu dit qu'il
fallait que je garde un lien plus privilégié. Donc je faisais une fois par semaine un appel personnalisé. Et en plus, avant Shabbat, je faisais une vidéo. Voilà, pour l'ensemble des enfants. Donc je me filmais, je racontais un peu ma semaine, je filmais éventuellement mes enfants aussi, voilà, pour qu'il y ait vraiment un lien autre, parce que la situation était inédite et autre. Il a fallu réagir comme ça. Je dois dire que je n'ai pas d'élèves qui ont décroché. C'est-à-dire que j'ai été en contact avec tous mes élèves, ils m'ont rendu du travail. Je pense avoir passé beaucoup de temps à faire des corrections minutieuses et c'était important pour moi parce que ce que je faisais en classe, il fallait qu'il y ait cette espèce de continuité même si on ne se voyait pas. C'est vrai qu'il y avait des familles qui étaient en télétravail où les deux parents étaient en télétravail, c'était compliqué, mais voilà, on a essayé, on a fait au mieux. Il m'est arrivé de prendre des enfants en Zoom en individuel quand je sentais que voilà, les parents ne pouvaient pas aider. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros investissement de la part des familles. Et ça, voilà, c'était obligatoire. C'est peut-être une des conclusions de ce confinement, là, ce sentiment d'avoir renforcé le lien avec les parents, d'en avoir fait de vrais partenaires. Absolument. Je l'ai vraiment ressenti. Dans cette période, souvent, on aimerait, en tant qu'éducateur, en tant qu'acteur de l'éducation, de pouvoir compter plus sur les parents, même si on a accepté une situation, évidemment, les parents sont très occupés, très demandés, surtout dans les grandes villes, des parents très citadins qui sont donc très très occupés avec leur famille. Mais c'est vrai qu'on a tous senti ce besoin des parents d'être aussi accompagnés, rassurés sur le développement de leur enfant. Alors, j'ai envie de vous demander, au-delà de ces rendez-vous donc téléphoniques où vous avez vraiment eu le souci de maintenir du lien, on le sait, hein, aujourd'hui, tous les psychologues ont alerté sur ce besoin d'avoir un lien social plus qu'une continuité pédagogique. D'ailleurs, c'est très intéressant que le président Macron ait justifié la reprise au mois de mai dans son discours en expliquant que tout simplement il y avait des enfants qui étaient en danger à cause du manque de ce lien social et c'est ce qui a justifié en partie bien sûr cette reprise. Donc c'est bien là, ça veut bien dire qu'il y a besoin avant tout d'avoir du lien social. José, j'ai envie de vous poser la question en tant que directrice, est-ce que vous avez le sentiment de manière générale que dans les écoles en France, on a peut-être un petit peu moins cette préoccupation du lien social dans les écoles à force d'être axé peut-être sur des résultats scolaires, des acquisitions de compétences, des évaluations qui sont absolument nécessaires et importantes, mais du coup le social, alors peut-être pas dans votre école, vous allez nous le dire, mais est-ce que vous pensez que est-ce que c'est une analyse que vous faites aussi ? Oui, je le pense parce que j'ai des collègues qui ont travaillé dans les écoles publiques et qui m'ont transmis un petit peu le travail qui a été fait en termes de continuité. Dans beaucoup d'écoles, c'était des mails qui partaient auprès des parents et c'est tout. Il n'y a pas eu tout le travail qu'on a pu mettre en place, nous, à l'école, voilà, de ce lien et d'accompagnement des parents dans leur mission, en fait, éducative. D'ailleurs, avec l'Amorim, donc, que je dirige, l'Amorim a validé une demande qui venait des écoles quand on a eu une réunion de directeurs, des enseignants qui nous alertaient, des familles qui nous alertaient aussi, mais d'abord des directeurs sur le mal-être de certaines familles, la peur, l'angoisse des enfants exprimée de différentes manières, pour ne pas rentrer dans un processus on va dire de psychologique, même s'il va devenir nécessaire et qu'il va se confirmer très très vite à mon avis. Vous avez bénéficié de quelques séances de sophrologie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors bien sûr, ça peut paraître, subsidiaire, peut-être pas absolument nécessaire, et pourtant. Je pense que c'était très important au moment où justement on avait des proches qui étaient hospitalisés, au niveau familial, voilà, une angoisse. Les enfants voulaient plus sortir de chez eux, même plus aller se promener, même plus prendre leur vélo. Voilà, ça a pallié justement à cette étape difficile. Et c'est vrai que la séance de sophrologie, c'est un moment où on est complètement ancré avec ses émotions, où on a la possibilité de parler de manière très libre à un autre référent qui est un spécialiste et qui est pas forcément la maîtresse, qui est pas forcément la directrice. Donc c'est toujours bien d'avoir un autre interlocuteur. Et ça a été très fructueux.
C'est vrai que lorsqu'on l'a fait avec mes élèves de CM1, c'était des moments de détente importants, de relaxation, où on est un peu en dehors de cette préoccupation en fait. N'oublions pas que les enfants sont soumis à ce stress constamment en temps de confinement. Ils entendent leurs parents parler, ils sont présents pendant tous les coups de téléphone, ils sont là souvent au moment des informations. On a peut-être un tout petit peu oublié, alors que parfois pendant l'année on veut absolument les protéger d'images, de sons, de conversations. Là ils ont été au premier plan comme tout le monde et du coup ils en ont beaucoup souffert. La personne avec qui nous avons travaillé pour ces séances de sophrologie nous a d'ailleurs raconté que certains enfants dans d'autres classes ont éclaté en sanglots, on parlait de leur cauchemar. En tout cas, il est certain que cette préoccupation d'avoir ce lien social a pris très vite le pas pour les éducateurs par rapport à cette continuité purement pédagogique. Alors, Marianne, je me retourne vers vous. Vous êtes enseignante. On va dire que vos élèves, ne sont pas, n'ont pas intégré la classe de la manière la plus normale possible. Il y a un trimestre entier qui a été passé à prendre en pointillé. Alors, certains parents s'angoissent énormément. Certains ont déjà écumé Amazon pour aller chercher les fameux passeports, les fameux cahiers de vacances. D'autres font intégrer leurs enfants dans des sortes de stages de remise à niveau. Les parents sont extrêmement demandeurs, d'autant que s'il y a un passage en classe de 6e ou dans une classe charnière en CP ou en fin de CP, les angoisses sont décuplées. D'abord, votre avis de professionnel sur, on va dire, ce manque du coup de continuité pédagogique, sur ce trimestre un peu raté. Alors, je vais vous dire, un enfant serein rattrapera sans aucun souci les compétences qu'il n'aurait pas acquises. Pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire le bien-être permet de pallier à tous les manques. Il faut savoir aussi que très très rapidement, avec l'équipe, avec José, on s'est dit qu'on ferait un point avec nos collègues des années supérieures pour voir ce que vraiment on n'avait pas du tout abordé ou pas pu évaluer ou qu'on pensait qu'il n'était pas acquis. Donc on est sûr que le premier trimestre va être un trimestre de réinvestissement, une vraie continuité par rapport à l'année précédente. Après, pour le reste, c'est vrai qu'on a avancé aussi dans nos compétences pendant cette période. En tout cas, moi, je sais que par exemple, j'ai abordé un temps, l'imparfait. Eh bien, j'ai fait 4 vidéos où je me suis filmée avec un tableau que j'avais chez moi, avec des petites feuilles, et chaque enfant qui avait passé une étape, donc je le faisais en individuel, j'envoyais la vidéo d'après pour essayer de découvrir cette nouvelle notion. Donc, c'est sûr qu'on a dû rivaliser. Improviser, on a dû se remettre totalement en question et c'est vrai que ça a été une période. Alors vous parlez des inédite. enfants sereins, néanmoins il y a aussi cette catégorie des enfants qu'on appelle plus en difficulté, avec des difficultés d'apprentissage. Peut-être que c'est pour eux que ce sera le plus difficile. Ça l'était déjà avant, mais peut-être que ce confinement ne va faire que creuser ces difficultés. C'est possible, mais c'est vrai. En tout cas, je sais, au sein de l'EJM, on a vraiment fait très attention à ces enfants-là et on envoyait un travail différencié. On appuyait là où il fallait. Il y avait un socle commun par classroom, et puis il y avait des petites choses en plus pour les enfants qui en avaient besoin. Le premier trimestre, José, sera un premier trimestre normal. Cette rentrée, vous l'appréhendez comment ? Alors, quand j'ai eu l'inspectrice hier, elle parle bien sûr d'un trimestre dans lequel on doit réactiver toute cette période au niveau des apprentissages. Il ne s'agit pas de reprendre une classe à la rentrée en septembre en démarrant son programme. On peut pas faire l'absence de ce qui s'est passé avant. Ça, c'est impossible. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous vous préparez à plusieurs scénarios possibles dans votre établissement ? Oui, tout à fait. Déjà, la première chose, c'est que notre bâtiment est assez petit au niveau du nombre de mètres carrés. Donc, pour optimiser l'accueil, on est en train de... agents immobiliers, à peine déguisés. Donc, on est en train, bien sûr, de nouer un partenariat avec la Maison Moadone, qui est vraiment immédiate avec nous, qui est à 75 mètres de nos locaux actuels.
l'idée étant bien sûr d'optimiser l'accueil si une deuxième vague arrivait. Bien sûr. Donc là, on était à peu près à la période du 11 mai sur un protocole serré avec environ 70 élèves. On en a 200 à la rentrée. Il faudrait qu'on arrive au moins à 50% de l'effectif. Donc l'idée serait d'y mettre 2 classes, en fait, la maison Moadone, ce qui permettrait d'optimiser l'accueil et en cas de seconde vague, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un lieu qui est un centre communautaire pour l'éducation informelle, de permettre aux familles, si c'est possible, un projet dans lequel on pourrait avoir l'enfant qui serait là sur 5 jours et non sur 2 jours et demi. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir 2 jours et demi consacrés aux fondamentaux et 2 jours et demi d'éducation informelle. Voilà. Nous, on a déjà en fait à l'école des ateliers chimie, de la musique, la bibliothèque. On a énormément de choses déjà qui s'ajoutent au temps scolaire. Donc mon idée est de dire ces activités qui sont l'anglais qui arrivent en plus des fondamentaux, on pourrait utiliser ces intervenants pendant ces jours de présentiel. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez cherché autour de vous des partenaires, enfin vous le connaissez, en l'occurrence Moadone, vous le connaissiez déjà bien, mais toujours est-il que vous avez confirmé un partenaire pour vous préparer à cette éventualité où tous les enfants ne pourraient pas revenir. C'est dire à quel point nous allons avoir besoin des uns et des autres, des compétences, des savoir-faire et des savoirs des uns et des autres, des espaces aussi. On pense beaucoup à ces synagogues, à ces centres communautaires qui sont un tout petit peu malheureusement désertés par la force des choses et du coup qui pour les écoles pourrait être une vraie soupape pour pouvoir permettre néanmoins d'accueillir tous ces enfants, quitte à ce qu'ils ne soient pas à 100% à l'école, mais qu'il y ait un relais avec ces lieux. Donc effectivement, je pense que ça peut être une piste très intéressante pour de nombreux auditeurs et auditrices qui certainement seront intéressés par cette idée s'ils n'y ont pas déjà pensé. Le scénario catastrophe pour vous, ce serait quoi pour la rentrée de septembre? Je pense qu'on ne sera pas complètement reconfiné, comme ça a pu être le cas du mois de mars au mois de mai. Je pense que on peut être dans une situation qui est celle du 11 mai, où on aurait besoin de revenir à 4 mètres carrés par élève. Donc ça, on l'a imaginé. Et voilà, diriger, c'est aussi anticiper, donc c'est aussi se préparer à tout ça. Donc on s'est mis dans ce dispositif, voilà, qui était celui du 11 mai, en se disant si une deuxième vague arrive début octobre, au moins on est prêt et on peut répondre aux familles. Et je pense que le plus difficile pour les parents, c'était d'avoir les enfants à la maison, surtout quand on a des petits. Nous, de notre côté, on a fait le choix de ne pas reprendre avec les petits, avec la maternelle. Je crois que ça a été la période la plus difficile pour les parents d'avoir des enfants de 3-4 ans à la maison. Ils ont repris en présentiel seulement le 22 juin, donc ça a été très tard. C'est pas évident. Bien sûr. Surtout pour les fratries nombreuses. Bien sûr. J'ai envie de revenir à quelque chose dont on a beaucoup parlé. On parle du jour d'après, on a parlé de l'année d'après, on évoque, disons, tous les critères qui ont fait, enfin tous les éléments qui ont pu impacter cette situation. On a énormément parlé de l'outil que l'on appelle digital. Alors le digital, pour certains, ça s'est résumé au Zoom. L'outil Zoom, sur lequel on a pu former des enseignants, d'ailleurs, dans le cadre de la Morim. Et puis, pour d'autres, ça a été jusqu'à carrément réfléchir à une forme de transition de passer par une période de transition pour une adaptation des contenus, on va dire traditionnels, à des contenus plus digitalisés, digitaux, utilisant de nombreuses applications de jeux, de mise en situation. L'enseignement en digital ne s'improvise pas, il s'apprend. Pour vous, j'ai envie de vous demander, Marianne et José, quelles sont les grandes leçons de ce confinement? Alors le digital, et puis au-delà du digital, peut-être que vous avez d'autres conclusions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand donc on est revenu en présentiel à l'école, il y avait quand même une partie des enfants qui étaient toujours à la maison. Et donc moi, je me suis dit bon, je vais me lancer. En fait, j'ai pris mon ordinateur et j'ai mis ma caméra face à mon tableau et j'ai connecté tous les enfants qui étaient à la maison en même temps que les enfants qui étaient en présentiel. C'est ça. Alors voilà, j'ai fait à peu près, on va dire, 4 heures, entre 4 heures et 5 heures de Zoom quand j'étais à l'école. Et en fait, ça m'a permis
de reprendre mes rituels, de reprendre notre vie de classe, parce qu'il y avait une interaction entre les enfants qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Voilà, je faisais une analyse grammaticale, et bien c'était aussi bien les enfants qui étaient à la maison que ceux qui étaient en présentiel qui pouvaient répondre. Ce lien a été recréé grâce à ça. Après, pour le reste des outils, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai découvert des choses qu'on pouvait faire en ligne, en interaction. Moi, je suis pas encore au point là-dessus, mais c'est vrai que je sais que là, pendant le mois de juillet, je vais potasser sur ça. Alors, j'ai pu le dire dans d'autres forums, mais il est vrai qu'il y a de nombreux articles aujourd'hui qui paraissent justement sur ce que vous décrivez, et que, en tout cas, un article dans le New York Times mentionnait que pour que les enseignants soient prêts à la rentrée, à intégrer tous ces outils digitaux, à être formés à leur utilisation, à savoir construire un cours qui intègre l'outil digital, il fallait au moins 80 heures de formation. Donc voilà, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas encore au point, mais c'est normal. C'est normal, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Il faut être formé à ça. Au-delà, José, de l'intégration de l'outil digital, qu'est-ce que vous voyez comme piste de réflexion sur l'impact de ce confinement et de cette situation de crise que nous avons vécue et que nous vivons toujours? Alors la première chose déjà, c'est que lorsqu'on s'est réunis avec les enseignants lundi pour faire un petit peu un bilan de cette période, on a fait un diagnostic déjà des besoins au niveau des outils numériques. Donc on continue ce partenariat très étroit avec le laboratoire numérique, Imagine Lab, et l'idée bien sûr c'est de faire monter en compétence nos enseignantes pour qu'on augmente encore ce potentiel sur le digital. Ça c'est important parce que ce qu'a exprimé Marianne, toute l'équipe n'est pas encore à ce stade-là, donc il va falloir qu'elle puisse impulser ça au reste de l'équipe. Ça c'est important. La conclusion, je dirais, de cette période, c'est qu'on a été sollicité dans notre créativité. Voilà, on a dû se réinventer, mais vraiment tout le temps. Donc moi, j'avais une classe de CM1 également cette année, donc j'ai également essayé de trouver des idées chaque jour, de nouvelles idées. On a essayé d'être vraiment dans un dispositif dans lequel on sortait un peu de l'éducation formelle et on faisait vivre à nos familles et à nos élèves l'éducation informelle. Absolument. Alors donc ce qu'on peut retenir normalement de ce que vous dites, c'est que les enseignants les plus créatifs et les plus innovants, peut-être les moins scolaires, ont été ceux qui se sont le mieux adaptés. Raison de plus pour développer la créativité et l'innovation auprès des élèves, de continuer à être ces adultes modèles dans ces domaines-là, pour pouvoir envisager de manière plus sereine le futur, car les crises et les périodes de déstabilisation, malheureusement, sont nombreuses dans la vie d'un élève et dans la vie d'un adulte. En conclusion, je dirais que une autre piste à laquelle il faudrait qu'on puisse aussi réfléchir, nous avons tous constaté que les enfants arrivaient sans cartable le matin à l'école, qu'ils repartaient sans devoir le soir, que la France est toujours très connue et parfois décriée au sujet des devoirs. Vu que je suis en présence de deux personnes qui viennent de l'EJM, je pense que je suis un peu en terrain conquis, mais en tout cas, ce sera certainement un sujet de débat qui, je pense, devrait revenir au centre de nos préoccupations pour l'équilibre de l'enfant entre le scolaire et la créativité et l'innovation. Je vous remercie à toutes les deux. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation aux nombreuses initiatives de la Morim et au niveau de l'éducation. Et puis, bonne rentrée et surtout, bonnes vacances. Merci beaucoup. Dvora. À bientôt. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet La Morim.